Et il y a toute la réflexion de la discrimination. Ça, c'est un peu une nouvelle étape, je dois dire, dans ma vie. Il y a une question que je porte, que je portais depuis l'origine de ma vocation, la question des pauvres. Et puis, ma maman qui l'a dit après, bien après mon ordination, elle a dit que le jour de mon ordination, qu'elle a prié pour que je sois un prêtre qui s'occupe des pauvres. Elle ne me l'a pas dit à moi, mais elle l'a dit à d'autres. Et elle le répète à d'autres. C'est sans doute c'était constamment sa prière. Et, et je crois fermement que c'est sa prière et puis elle-même, donc notre famille, l'origine de notre famille n'est pas une famille, bien sûr on possédait les terres, mais on n'est pas une famille riche, mais aujourd'hui on peut dire qu'on est une famille, bon on est à l'aise, hein, parce que nos parents ont cru dans l'éducation, donc ont tout fait pour que nous soyons des enfants qui aient une éducation, une bonne éducation. Et je crois que je ne viens pas d'une famille aisée, mais nos parents ont su nous inculquer aussi de vraiment ne pas oublier d'où vous venez. Et surtout de s'occuper des plus pauvres, des plus simples. Alors, dans ma pastorale, avec les gens, j'ai toujours porté cela. Et aujourd'hui, dans notre pays, s'il y a une communauté qui souffre le plus de la pauvreté, de la misère, c'est bien la communauté créole. Et je me sentais, moi, comme un devoir de vraiment m'occuper de cette communauté. Mais toujours, quand on parlait, quand on se disait que les créoles sont les plus pauvres, moi j'entendais, mais arrêtez. Arrêtez de vous sentir victime. Et puis on n'osait même pas, à un moment donné, on n'osait même pas se dire créole, parce que en se disant créole, quelque part, on sentait que, ah ben, c'est son malaise qui ressort, c'est son problème, il vient avec... Alors, je préférais me taire, et on s'occupait, on préférait ne pas en parler. Jusqu'à l'année dernière, en 2018, c'était un jeudi. Jeudi, c'est mon jour de congé. J'étais chez ma maman et je lisais les journaux sur le net et je voyais comme un grand scandale qu'un ministre, le ministre du Logement, qui accueillait dans son bureau un groupe qu'on appelle ici socioculturel, et qui venait voir le ministre pour dire, parce que le ministre avait un projet de logements sociaux à Bassin, qui se trouve dans le centre, pas loin de Quatre-Bornes, et ce groupe venait pour dire que nous ne voulons pas de logements sociaux. Parce que logements sociaux égale créole, et créole c'est tous les fléaux, drogue, prostitution, etc., etc., et que en créant ce logement-là, ça va faire venir tous ces fléaux. Et puis le ministre qui a accueilli ce groupe-là, c'était supposé être quelque chose de fermé, et quelqu'un avait filmé de l'intérieur avec son smartphone, et c'était là depuis longtemps, parce que ce n'est pas une affaire qui date de l'année dernière, c'était une bande qu'on avait enregistrée depuis quelque temps, et quelqu'un l'a sorti pour nuire à qui profite le crime, je ne sais pas, mais au moins c'est sorti dans la presse, et bien sûr tout le monde a été, et là, j'ai choqué d'entendre parler ainsi des créoles, et moi je dis que cela a été
pour moi comme une bénédiction. Au moins, on savait ce que pensaient les autres des créoles. Et ce jour-là, il était tard, les réseaux sociaux, on voyait les gens qui étaient en colère, on parle les préjugés sur notre communauté, etc. Et puis j'ai commencé à écrire sur ma page en prenant un communiqué de l'évêque de 2008, 10 ans après, et qui disait que il y a une discrimination larvée chez les créoles. Et il dit qu'il y a une cause juste, qui est la cause créole, et que tout le monde doit prendre cette cause à cœur. Et je reprenais cette phrase de l'évêque 2008, que je mettais sur ma page, et je faisais les commentaires. Et je dis, voilà, au moins maintenant on sait ce qu'on pense, et qu'on ne peut pas continuer, qu'il faut arrêter cela. J'ai posté ça, il était 22 heures. J'ai vraiment été surpris de la réaction des gens. Et là, ça a été repris, ce que j'ai posté, par les radios, le lendemain. Et puis il y a les radios qui m'appelaient, qui me demandaient mon interview, et puis j'ai parlé à la radio. Et je disais, au moins je pouvais dire maintenant, ben voilà les amis, voilà ce qu'on pense des créoles, et est-ce que nous le méritons? Et s'il y a autant de discrimination, sous tapis, ben voilà, maintenant on sait ce que les autres, ce qu'on pense. Et puis c'est devenu, au moins on pouvait en parler. Quelques mois après, c'était le 21, c'était juste avant, 21 janvier 2019, donc 2018 pardon, cette année, il y avait un cyclone, le cyclone Birgitta. Et ça fait longtemps qu'à Maurice on n'a pas eu de cyclone. Et les gens se sont retrouvés enfermés. On ne pouvait plus sortir, et le temps était plutôt correct. Alors, il y a beaucoup de gens insouciants qui roulaient, même si on les interdisait, mais tout le monde passait son temps sur les réseaux sociaux. Et il y avait quelques créoles dont les maisons ont été inondées. Et ils sont allés dans les centres de refuge. Et on avait posté des photos. Et là, je voyais les commentaires des personnes qui venaient des autres communautés, qui dénigraient les créoles et qui disaient, mais voilà, ce sont toujours les mêmes, ils veulent avoir de l'argent de l'État, des subventions, ils sont paresseux, ils ne veulent pas travailler, en plus, à maison, ils veulent avoir des maisons, les maisons sont inondées, et tous les préjugés, les stigmates qu'on connaît. Quand je voyais tout ça, c'était plein de posts sur Facebook. Alors je me suis dit, est-ce que je reste tranquille? Là, j'ai décidé de faire quelque chose. Je ne sais pas comment c'est venu. J'ai dit, je vais aller faire une déclaration à la police. Un dimanche matin, le 21 janvier, ce jour-là, on célébrait, si on peut dire célébrer, on faisait mémoire des 50 ans de l'état d'urgence décrété en 1968 à cause des bagarres raciales entre créoles et musulmans à Port-Louis. Et je suis parti ce jour-là sans trop savoir, hein, comme si c'est venu. Je ne crois pas dans les coïncidences, je ne crois pas dans le hasard. Je suis allé au poste de police avec un avocat et j'arrive et je dis voilà, je suis prêtre, je veux faire une déposition, incitation à la haine raciale. Je sens un silence dans le poste de police. Alors, il ne sait pas trop quoi faire. Et puis il y a le chef inspecteur qui est là, qui dit à un des constables, prenez sa déposition.
Et puis il était gêné, il dit, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai dit, mais oui, j'ai le droit. Parce que c'est contre la loi et je n'accepte pas. Et j'ai pris la peine de relever tous les commentaires de Facebook. Pas tout parce qu'il y avait trop. J'ai pris une vingtaine ou, ouais, à peu près, que j'ai emmené avec moi. Et j'ai dit, ben voilà. Alors, ça m'a pris presque 3 heures. Le policier était très très gêné. Et je suis parti. J'ai quitté le poste. Et à peine 1 heure après, la presse m'appelle, la radio m'appelle. On a appris que vous êtes allé à la police, on a une déclaration, etc. Puis je l'ai dit. Le lendemain, 2 policiers sont arrêtés. En fait, parmi ceux qui ont fait les commentaires, il y avait 2 policiers. Donc c'était la police, on les a interpellés. Et puis depuis ça, Affirmative Action est né, presque au même moment. Je me suis dit, on a parlé avec d'autres prêtres, est-ce qu'on va rester tranquille? Est-ce que l'Église va rester tranquille? Est-ce que l'Église va encore dire, mais voilà, on nous maltraite? J'ai jamais senti, en cette année, comme le soutien des prêtres, de l'évêque. Et là, avec 13 personnes, c'est ça, Affirmative Action, nous sommes 13 pour l'instant, nous sommes rencontrés des gens qui s'intéressent à la question, et des gens qui réfléchissent, eux-mêmes ont été discriminés, qui ont des diplômes et qui n'ont pas été reconnus, qui n'ont pas eu le poste qu'ils attendaient. Et on a commencé tout un travail de réflexion. Et nous avons pris notre bâton de pèlerin et on est parti dans les différents lieux pour justement, on a fait notre sortie officielle le 21 mars, qui est la journée pour l'élimination de la discrimination raciale. Symbolique. Et depuis ça, donc, on continue, on va de lieu en lieu, de village en ville, et nous rencontrons beaucoup de gens qui nous disent, enfin, il fallait faire ça, il fallait arrêter tout ce qu'on dit, et donc nous sommes surveillés. Il y a des politiciens qui viennent dans nos rencontres. On est surveillé par la police, hein, donc il ne faut pas avoir peur de le dire, la police secrète. Et donc on nous suit de près, d'autant plus qu'il y a les élections qui arrivent. Donc, Affirmative Action, on a pris une action très concrète, on a demandé aux gens qui sont victimes de discrimination de venir déposer. On a un panel avec 2 avocats, un anthropologue et puis quelqu'un qui prend des notes, qui écoute des personnes, qui rédige. Et puis après, le gouvernement, tous les 2 ans, envoie aux Nations Unies un rapport sur l'état de la discrimination dans le pays. Et bien sûr, le rapport de l'État dit qu'il n'y a aucune discrimination. Tout va bien en Maurice. Mais nous, on veut montrer le contraire. On va faire un rapport alternatif pour dire que, voilà, justement, dans le domaine de la discrimination, à Maurice, tout n'est pas gagné. Il y a encore du chemin à faire. Alors, on va, ça nous prend un temps fou, parce que nous réalisons que nous sommes pris dans de multiples choses, hein, chacun de nous, parce qu'il y a des professionnels avec nous, moi-même je suis pris, j'ai 2 autres prêtres aussi, on a chacun notre ministère, mais on réalise que c'est un travail que je ne veux pas lâcher aujourd'hui. Alors nos modèles, Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela, ce sont des hommes qui ont marqué l'histoire et
qui ont commencé par une action toute simple et qui a changé le monde. Je suis très frappé par la figure féminine de Rosa Parks. Et Rosa, le jour où elle a décidé de ne pas céder sa place, et ensuite il y a eu tout le mouvement des Noirs qui ont décidé de ne pas prendre le bus et qui a amené le combat de Luther King. Et je me dis que c'est ça que je cherche. Cette petite action par la non-violence qui va changer des choses dans notre pays. On ne va pas me dire qu'aujourd'hui, dans ce pays où nous vivons, que les créoles aujourd'hui n'ont pas de diplôme. Il faut aller voir des jeunes mauriciens créoles qui réussissent aux États-Unis, en France, en Belgique, au Canada, en Australie. Et pourquoi ils ne réussissent pas ici? Pourquoi on dit qu'on ne trouve pas des créoles pour postuler? Ils ont des diplômes. Je réalise que dans la fonction publique, tout est bien devenu comme un système opaque. Si je prends la station de télévision nationale, en regardant le chiffre, pardon, pas les chiffres, mais le nom des personnes, nous réalisons qu'il y a très peu de créoles. Il y a des chiffres que j'ai eus, sur 800 employés, il y a 100, sur les 800, qui sont des créoles, et parmi ces 100, il y a 25 seulement donc, qui ont un emploi fixe. Les autres, ce sont des freelances, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a un problème. Je ne demande pas un quota. Je ne voudrais pas qu'on arrive à dire, pour faire de la discrimination positive, il y a 30%. Enfin, aujourd'hui, à Maurice, il y a plus que ça. Il y a peut-être 40% de chrétiens. Je ne demande pas 40% de place dans la fonction publique pour les chrétiens. Mais si ces 40% sont qualifiés, ah oui, je suis pour la méritocratie. Mais pourquoi il y a 2%? Et je crois que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la justice. Et la justice, ça passe aussi par la reconnaissance, justement, de ces personnes qui travaillent, qui luttent pour être, justement, pour avoir une vie correcte. Et aujourd'hui, je crois que c'est le problème pour notre pays. C'est le problème majeur. Dans la fonction publique, les places sont assurées. Aujourd'hui, je crois que quelqu'un aspire à être fonctionnaire parce qu'il sait qu'il aura tous les avantages. Assurance de l'emploi et tous les fringe benefits, comme on dit, donc pension, la retraite assurée, etc. etc. Donc tout le monde va rechercher. Et puis, je ne parle pas des hauts cadres dans la fonction publique. Je parle aussi de ceux qui, par exemple, le personnel de soutien, ceux qu'on recrute comme attendants dans les hôpitaux, ceux qui doivent s'occuper, par exemple, de prendre un dossier, d'aller porter ce dossier dans un autre département. Quel diplôme qu'on demande? Est-ce qu'un créole n'aurait pas ce diplôme-là? C'est un fin de cycle primaire, ou bien d'avoir fait 2 ou 3 années de secondaire. Et pourquoi là, il n'y a pas de créole non plus? Donc, je crie haut et fort, je milite pour cela. Parce que je considère que là, il y a une profonde discrimination. Et il y a une grande frustration. La frustration, elle est venue aussi en 99.
J'étais pas au pays, j'étais à Rome, je faisais mon doctorat. 99, c'est Kaya, c'est Rochebois, c'est Goodlands, c'est Triolet, c'est Kennedy, c'est toutes ces poches où les créoles se sont révoltés parce qu'ils ont dit mais non, assez. Et puis, nous ne recherchons pas des miettes. Quand on a un gâteau sur la table, je ne veux pas de miettes, moi. Je veux ma part du gâteau. Et je veux qu'il y ait une part équitable. Et dans une famille, quand il y a un gâteau, on va partager. Et bien souvent, la maman va donner la plus grosse part peut-être à l'enfant qui est plus fragile. Parce qu'il est plus petit. Il va gâter un petit peu plus. Et nous ne demandons pas, ici, comme on dit, avoir des bouts. Les bouts, c'est les miettes. Un petit bout, voilà, on te donne un petit bout. Ou bien moi, tu dis, mais voilà, tu es en train de crier, on va te donner un petit bout pour que tu restes tranquille. Nous ne sommes pas des chiens. Aujourd'hui, les chiens ils ont leur part. Et c'est ce qu'on voudrait aussi dans ce pays. Je crois avoir la part du gâteau. Et arriver aujourd'hui, en 2018, nous voudrions être considérés comme des citoyens à part entière. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème chez les créoles. Il y a le problème de... Je crois qu'il faut voir la question de l'esclavage qui a été déshumanisante, déstructurant pour les créoles. Et pourquoi aujourd'hui il y a des créoles qui ne réussissent pas? Parlons du problème des Rodriguais par exemple. Quand ils sont arrivés à Maurice, on les a déracinés. Le Rodriguais est celui qui vit, il a son lopin de terre, et puis à des kilomètres, il n'a pas de voisin. Le voisin se trouve à 1 kilomètre de lui. Et il arrive à Maurice, il se retrouve entassés, les uns sur les autres, promiscuité. Mais regardons ce problème et ne disons pas qu'ils viennent ici à Maurice pour gâter notre pays, non, pour gâcher notre pays. Donc regardons le problème de fond qu'il y a chez les créoles. Pourquoi cela se passe? Et je crois que quand on va aller à la racine de ce problème, c'est là qu'on trouvera des moyens pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse avoir sa part de gâteau. Alors, je sens qu'aujourd'hui, une grande solidarité dans la communauté créole. On a toujours fait croire au créole qu'il n'est pas solidaire. Et le créole lui-même croit que dans sa communauté, il n'est pas solidaire. À tel point qu'il est tellement arrivé à un point où les autres le définissent comme... ah, mais de toute façon, on sait que les créoles, ils sont gagnés d'avance. Hein? Les politiciens croient que c'est. Mais je crois qu'aujourd'hui, les politiciens, ils réalisent qu'il faut qu'ils fassent très attention parce que, finalement, le créole n'est pas ce qu'ils croyaient. Le créole a sa valeur, il a sa dignité. Et je crois qu'on est en train de faire tout ce travail pour qu'ils découvrent toute la richesse, toutes ces richesses que les créoles y possèdent. Et que justement aujourd'hui, avec ces richesses, on contribue pour ce pays, ici à l'île Maurice.